Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Perrin vient de faire paraître en format poche sous la direction d'Emmanuel Hecht un ouvrage collectif, La Russie des tsars d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Le chapitre consacré au tsar Ivan est signé Jean-Pierre Arignon. Et c'est votre invité aujourd'hui, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bon anniversaire. Merci beaucoup. C'était hier, je sais bien, mais on n'était pas à l'antenne hier. Bah, merci beaucoup. Bon anniversaire au nom de tous. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui parlent par ma voix. Le poids de vin que je suis ne peut qu'être ému de recevoir cet après-midi l'ancien doyen de la faculté des sciences humaines de Poitiers. Avec Jean-Pierre Arignon, nous évoquerons la Russie du XVIe siècle, après que je vous aurai résumé le règne d'Ivan le Terrible. Et puis j'imagine qu'après nous irons nous balader en Russie. Évidemment, vous imaginez si on disait non finalement, on va aller voir un film sur Ivan, un film d'Eisenstein, pourquoi pas après tout. Oui, mais là, nous partirons bien en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach sur les traces d'Ivan à Kolomenskoye, un des endroits les plus envoûtants que je connaisse. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Je vous parlais de Kolomenskoye à l'instant. Nous allons visiter les lieux tout à l'heure en compagnie de Clémentine. Imaginez un très vaste jardin public qui se déploie dans la banlieue, très grande banlieue sud de la capitale russe. D'ailleurs, les moscovites ont pris l'habitude de venir s'y détendre le dimanche. Et si vous faites l'effort vous-même de gravir les sentiers et les allées de ce parc, pour peu que vous vous aventuriez assez loin dans la verdure, vous serez récompensé puisque vous allez atteindre un promontoire majestueux en surplomb d'une boucle de la Moskova avec cette tour octogonale extraordinaire de l'église de l'Ascension. Cette flèche a été bâtie dans la première moitié du XVIe siècle en l'honneur d'un héritier du trône de Moscou qui est né en ces lieux à Kolomenskoye le 25 août 1530. 1530, c'est bon là de donner le repère, car évidemment nous sommes moins familiers de l'histoire russe que de notre histoire occidentale. On va nommer cet enfant Ivan Vassilievitch. Il devait devenir donc Ivan IV, grand prince de Moscou et le premier de tous les tsars. À l'époque, on a voulu voir un précieux augure dans la naissance de cet enfant à Kolomenskoye, à l'endroit où la tradition veut que Saint Georges, le patron des Moscovites, ait terrassé son fameux dragon. À l'intérieur de l'église est installé un trône de pierre. Alors il est en fait sous la galerie, c'est assez spectaculaire tout ça, on y viendra tout à l'heure. Et ce trône a été celui j'allais dire du tyran. Oui, allez, employons le terme à dessein, un peu par provocation, c'est en tout cas l'image que nous avons de lui. Quand on cherche à se représenter Ivan le Terrible, il est difficile aujourd'hui de se défaire de la vision imposée par l'acteur Tcherkassov. C'est cet étrange comédien longiligne d'1,98 m dans ce merveilleux film stylisé, très graphique de Sergei Eisenstein. Le profil émacié, les yeux noirs de jet, le nez très droit, la barbe en pointe, aussi pointue que le regard d'autorité, de dureté, de cruauté même, compte tenu du premier tsar. C'est l'interprétation magistrale de Tcherkassov qui a contribué à forger dans nos esprits l'image, finalement, du tsar. Pour peu qu'on ouvre les bons livres, on y découvrira le même portrait sans nuance et volontiers taillé à la serpe. Biographie très enlevée d'Henri Troyat, qui nous brosse d'Ivan le portrait le plus pervers. Voilà ce qu'il écrit à propos de celui qu'il appelle le bourreau de Novgorod. La bête apparaît derrière l'homme. Les suppliciés se tordent, hurlent, grimacent, oublient toute dignité. Coupables ou innocents se valent, vous pouvez d'un mot arrêter leur tourment, et vous ne le faites pas, et la jouissance en vous augmente à mesure que l'autre est ravalé au plus bas. Quelle meilleure préparation à l'amour et à la prière, ayant roué de coups, écorché, tenaillé, écartelé, rôti, on s'enfonce dans la femme ou en Dieu avec une vigueur nouvelle, la boucherie et l'office d'Ivan se complètent. Ça, c'est une page de littérature, c'est du Troyat.
Est-ce que c'est l'histoire? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Il faut vous dire que de son côté, Henri Vallotton écrivait « Yvan est violent au point d'écumer comme un cheval. Ses cruautés, le terrible les admet, les confesse publiquement, les proclame. Il se traite lui-même de chien puant, de damné, de criminel, de voleur, d'adultère, mais il est bien décidé à continuer. Il aime tourner ses familiers en ridicule, faire souffrir ses sujets, les railler, leur rappeler en toutes circonstances qu'ils sont ses esclaves. Bref, Yvan IV est inhumain, nous dit Vallotton. Eh bien, ce qu'il y a peut-être de plus frappant chez Yvan, c'est cette capacité à se mettre effectivement plus bas que terre. Ça, j'avoue que ça nous surprend. Voici ce que le tsar écrira dans son testament, le testament qu'il dicte en 1572, l'année de la Saint-Barthélemy chez nous quand même. Il a 42 ans, c'est un moment d'inflexion, un tournant dans son règne. Le tsar se flagelle lui-même. Voici ce qu'il écrit. Je suis immonde dans le corps et dans l'âme. En effet, au lieu de respecter les lois divines de Jérusalem, j'ai suivi les passions de Jéricho. Et pour pouvoir goûter les joies terrestres, je me suis laissé séduire par la beauté éphémère de ce monde. J'ai pris ainsi le parti d'un citoyen de ce monde, l'esprit ébloui par le pourpre de la gloire et l'étincelle de l'or. Je suis devenu plagiaire d'esprit et d'essence dans le songe et dans la réalité. On m'a retiré la grâce et je suis resté meurtri par les blessures. Mais même alors, mes yeux ne se sont pas ouverts. Mes actions sont infâmes. Je suis fétide, immonde et pire qu'un cadavre. Eh bien, immonde et inhumain. Voilà quand même des termes que nous n'avons pas l'habitude d'employer dans les portraits que nous brossons ici même au cœur de l'histoire. Alors, est-ce si certain tout cela? Et si les historiens s'étaient complus à concentrer sur la mémoire de ce souverain toutes les vilainies possibles, et s'ils avaient voulu charger le portrait de la personne pour en faire un personnage? C'est ce que laisse entendre un certain nombre de récits émis par des témoins visuels, des témoins de l'époque. Je pense par exemple à cet ambassadeur d'Angleterre qui voyait dans Yvan, je le cite, un roi incomparable, adoré, redouté dans le même temps, le meilleur administrateur de son siècle, tellement aimable, érudit et aimant. Ah, on a envie de dire, voilà, enfin. qui redresse un peu l'image. Alors, soit on ne parle pas du même homme, soit nous ne parlons pas de la même époque du règne, c'est aussi possible. La vérité doit se situer, disons, un petit peu à mi-chemin entre ces deux réserves. Et je pose maintenant la question, avant d'y répondre, là, dans un instant, qui était Yvan le Terrible ? Un extrait d'Yvan le Terrible, une musique composée par Sergueï Prokofiev. Alors cet après-midi sur Europe 1, vous nous faites rencontrer Yvan le Terrible. À vos risques et périls. À vos risques et périls. C'est vrai qu'on tremble un petit peu, je vous le cache pas. Et je vais vous poser une question très très naïve. On l'appelait Yvan le Terrible. Est-ce qu'il était si terrible que ça? Ou est-ce qu'il avait quand même des bons côtés, cet homme? C'est au professeur Arignon qu'il faut poser la question. Ce qui est certain, c'est que oui, il avait de bons côtés. Il était notamment d'une très fine intelligence, de l'aveu de tous ceux qui l'ont connu, et d'une grande culture, d'une profonde culture. À son entrée dans l'âge adulte, il est guidé par un certain nombre d'excellents conseillers, et il va régner un temps en souverain éclairé. Je cite Jean-Pierre Arignon, justement. Les grands courants que sont l'humanisme, la Renaissance et la Réforme ont pénétré la Russie et se sont manifestés surtout dans l'Église, devenue une puissance de premier ordre.
On peut parler même d'une sorte d'âge d'or, au moins jusque dans les années 1565. Seulement, Ivan est avant tout un personnage assez fragile mentalement, disons. Il ne contrôle pas ses colères, il est capable de basculer d'un instant à l'autre dans les pires excès. Vous savez, quand quelqu'un détient d'immenses pouvoirs et qu'il est caractériel, il n'y a plus de contrôle. Eh bien, évidemment, et surtout, il crée autour de lui ce climat de peur. Et c'est cela que nous renvoient les témoignages d'époque, bien entendu. Dans son entourage, on ne sait jamais si on va trouver un homme bien disposé ou un véritable démon. La légende rapporte qu'à l'heure de sa naissance, nous dit Jean-Pierre Arignon, donc sa naissance 25 août 1530, il y eut un terrible orage, groza en russe. L'orage grondait dans un ciel clair et ébranlait la terre jusqu'en ses fondements. De là viendrait le surnom de Grozny, le redoutable, le foudroyant, le terrible, ou toute autre équivalence possible. Vous voyez, Ivan le Terrible à la naissance d'une certaine manière. Est-ce que ça ne l'a pas marqué finalement et déterminé? Pourquoi pas? Son père, Vassili, grand prince de Moscou, Vassili III de Russie, son père est mort alors qu'il n'avait que 3 ans. Et donc, dès le berceau, Ivan devient Ivan IV. Sa mère est une Glinska, elle s'appelle Elena Glinska. Elle meurt à son tour, l'enfant est encore jeune, il a 8 ans. Et on a soupçonné les boyards, vous savez, ces seigneurs de la haute noblesse, d'avoir empoisonné la mère. On comprendra peut-être mieux l'acrimonie d'Ivan envers les fameux boyards. Il va développer en tout cas contre eux ce qui va finir par s'apparenter à de la haine. Humilié dans son enfance, il vit dans la crainte, il cultive une véritable rancune à l'égard de ces seigneurs de la guerre, si je puis dire, et du reste, le premier acte véritablement décisif, son premier acte autonome, alors qu'il n'a que 13 ans, c'est de lâcher ses chiens de chasse, il faut imaginer des dogs féroces, sur son principal conseiller, Chouïski. Les chiens vont dévorer, dépecer le pauvre Chouïski sous les yeux du jeune tsar. Le 13 décembre 1546, il a à peine plus de 16 ans lorsqu'il déclare devant l'Assemblée des boyards que, en tant que descendant des empereurs byzantins, très important cet aspect, on y viendra tout à l'heure, il peut prendre lui-même le titre de César, donc tsar en russe, que nous avons déformé en tsar. Après la première Rome, la deuxième Rome qui était Byzance, voici donc la troisième Rome, c'est Moscou. Et c'est dans cette perspective-là que s'inscrit Ivan. Nous sommes là peu de temps après la chute de Constantinople. N'oubliez pas que Constantinople a chuté en 1453, et là on est au milieu du siècle suivant, simplement. Donc vous voyez, il y a même pas un siècle d'écoulé entre les deux phénomènes. Il fallait que la capitale d'Ivan reprenne le flambeau, en quelque sorte. Flambeau de la chrétienté, vous l'aurez compris. Le 15 janvier 1547, Ivan est donc sacré tsar à Moscou, dans l'église de l'Assomption. Proclamé tsar de toutes les Russies, il est à la tête d'un empire, là, qui est déjà très important, qui n'est pas encore la Russie qu'on connaîtra plus tard, mais qui est très important. Il va épouser Anastasia Romanova, de la famille Romanov, et la famille qui montera, elle, sur le trône en 1613, en début du XVIIe. Et en juin 1547, Moscou est en feu. Qui est accusé? La grand-mère maternelle d'Ivan. Le climat de ce début de règne est quand même perturbé. Vous avouerez que ça ne porte pas à la sérénité, tout ça. Même si la prospérité, par ailleurs, se répand dans l'empire moscovite. À 20 ans, Ivan le Terrible est considéré comme un grand administrateur, comme un homme aimant. Vous voyez, c'était la phrase de l'ambassadeur anglais tout à l'heure. Il est le conquérant de Kazan, d'Astrakhan en 1552-1556. Alors, l'année suivant la conquête de Kazan, en 1553, Ivan tombe malade, et il est tellement malade que certains pensent ouvertement à sa succession. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la succession en question est complexe. Les boyards conserveront gravé au fer rouge dans leur chair le souvenir de cette crise de 1553 où ils ont cru pouvoir reprendre le pouvoir, et aussitôt rétabli, le tsar a décidé de le leur faire payer et de faire régner véritablement la
terreur. Pendant tout ce début de règne, il ne cesse de voir les gens le trahir. Il y a tout d'abord la trahison de celui qui a été l'un de ses tout premiers conseillers, Sylvestre, qui se dresse contre la campagne de Livonie en 58, soutenu par un autre conseiller, Alexei Adachev. C'est la rupture avec le premier cercle, si l'on peut dire. Et puis, il y a un basculement, d'ailleurs précipité par la mort de son épouse, d'Anastasia, en 1560. Et là, on voit se manifester chez Ivan, un peu moins jeune, les signes quasiment certains d'une folie, enfin en tout cas ce qui peut passer pour de la folie. Selon lui, Anastasia a été empoisonnée par Adachev et sa bande, ou par les hommes qui étaient à leur solde en tout cas. En fait, elle était malade depuis 18 mois, mais les deux anciens conseillers sont accusés néanmoins de sorcellerie. Ils sont enfermés, mis à mort avec des raffinements de cruauté, au point que les rares conseillers qui restent dans l'entourage d'Ivan ne vont avoir de cesse de s'enfuir à leur tour. Ils n'ont pas envie d'être les prochains sur la liste. C'est le cas de Kurbsky, par exemple. C'est à lui que s'adresseront les terribles lettres à un félon dont nous parlerons tout à l'heure. Kurbsky s'enfuit vers la Pologne, il passe au service du roi Sigismond, il devient l'un des plus farouches opposants d'Ivan et ça va déterminer chez le tsar une véritable paranoïa. C'est un tsar empreint de paradoxe. Ivan, vous l'aurez compris, il peut se montrer infiniment pieux. Vous avez vu à quel point il était religieux et en même temps très cruel. Il se livre à des démonstrations d'extrême rigueur qui frisent l'ascétisme et dans le même temps, il est capable d'organiser les banquets les plus inouïs qu'on ait jamais vus avec des débauches invraisemblables. Il accumule les maîtresses et les amants d'ailleurs. Il se complaît dans une forme d'amusement, d'étourdissement. Il veut que sa cour soit le centre de toutes les fêtes. Il fait venir des montreurs d'ours, des marionnettistes, des ventriloques, etc. Il a le rire gras et puissant, ça on en a pas mal de témoignages. Et il veut qu'on rie de la même manière que lui. Il n'y a rien de plus sinistre que ce tyran qui fait régner la terreur en riant et en exigeant de ceux qu'il terrifie de rire aussi. Vous imaginez ? La colère d'Ivan, ses colères devrais-je dire, sont célèbres à partir de janvier 1565. Il se sent lui-même tellement menacé qu'il va créer une garde, une sorte de garde prétorienne, le corps des oprichniki, et 300 combattants triés sur le volet vont maintenant l'aider à répandre la terreur. Cette garde ne cesse de croître, 1000 hommes au bout de 2 ans, et on dit qu'à la fin du règne, le nombre des oprichniki aurait avoisiné les 10 000 personnes, à la tête de laquelle vous avez ce tsar, 10 000 hommes de main qui sont à la dévotion du tsar terrible. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors nous sommes au cœur de l'histoire d'Ivan le Terrible cet après-midi sur Europe 1. Terrible, c'est vous qui le dites. Ah bah, et là on commence à trembler. Je vous cache pas qu'avec cette histoire d'armée qu'il vient de constituer et ces 10 000 hommes qui le suivent, c'est vrai qu'il est de plus en plus terrible. D'autant plus que l'opposition avec ce roi de Pologne, avec Sigismond, ne fait que s'accroître et qu'il commence à désigner des villes qu'il accuse de servir en cachette le roi de Pologne. Alors les villes en question, on peut pas dire qu'elles soient bien traitées. Je pense à Novgorod notamment, qui est littéralement ravagée par les oprichniki. Alors, parmi les boyards, là, c'est carrément l'hécatombe. Ils tombent les uns après les autres. Et alors, bien sûr, on les torture à chaque fois. On les fait brûler à petit feu sur des braises, etc. Dans les prisons que le tsar a installées dans sa résidence d'Alexandrova Sloboda, les victimes sont torturées à coups de fouet, d'aiguilles, de tenailles, de cordes. Il y a des chaudrons énormes remplis d'eau bouillante et d'eau glacée. Alors, à mon avis, on doit tirer au sort, la plongée. Il y a des broches de bois, etc. Non, mais c'est quand même, tout ça paraît invraisemblable et on se demande si les chroniqueurs qui nous rapportent tous ces faits n'en auraient pas un peu rajouté et forcé le trait. C'est quand même une question qui se pose objectivement. Pendant ce temps-là, Ivan fait amende honorable, parce que c'est ça le paradoxe de ce règne, et c'est ce qui rend le personnage passionnant. Cette ambivalence invraisemblable, il passe son temps à se rendre dans des monastères pour aller demander l'absolution des prêtres. Il s'est donc installé, je vous l'ai dit, à Alexandrova Sloboda. On est à 80 de nos
kilomètres au nord-est de Moscou. Il a instauré une sorte de vie monastique avec 300 moines qui sont autour de lui, la plupart choisis d'ailleurs parmi les oprichniki. Le tsar devient en quelque sorte l'abbé, si l'on peut dire, et dès 4 heures du matin, ça y est, Gospodi pomirui, Seigneur, prend pitié, il dirige les offices, il est constamment en prière, il s'abîme dans des méditations mystiques, et parfois cet abbé tsar rend visite à un autre monastère, et il arrive toujours avec une liste de personnes qu'il souhaite voir exécutées. C'est un petit peu le cadeau de bienvenue, si vous voulez. Pour ne donner qu'un exemple, la liste de Saint Kirill comportait 3470 victimes. On entre dans une sorte, là, disons-le, de délire sanguinaire. On ne sait pas où ça va s'arrêter. La Russie est en train de devenir terre de souffrance. Et le tsar continue à dire « Ayez pitié de moi ». On aurait envie de dire « Mais ayez surtout pitié de vos sujets ». Ivan va jusqu'à tuer son propre fils. On connaît cet épisode, évidemment. Parmi les fils survivants du tsar, il y a le jeune Fiodor et surtout Ivan, qui a 27 ans en 1581. C'est ce qu'on pourrait appeler un intellectuel. D'ailleurs, il est en train de rédiger une grande biographie de Saint-Antoine, une hagiographie, d'ailleurs, au sens propre. Il a été marié à Eudoxie Saburova, puis à Praskovia Soliva, enfin à Yelena Sheremetyeva. Et un jour de l'automne 1581, Ivan croise sa bru Hélène qui ne porte qu'une robe. Or, le protocole de cour dit qu'on doit en porter 3. Seulement, elle est enceinte. Eh bien, ça n'empêche pas de ruer la pauvre femme de coups. Tellement bien qu'elle va faire une fausse couche. Le mari survient, il est absolument furieux. Enfin, c'est même plus que ça. Il est absolument hors de lui. Altercation, le père le frappe de sa crosse ferrée, cette espèce de long bâton de bois avec une pointe d'acier dont il ne se sépare quasiment jamais, et là le jeune homme s'écroule, il est au sol. Alors Ivan le regarde, il n'en croit même pas ses yeux. « J'ai tué mon fils sur le tiller, on va le voir hurler. J'ai tué mon fils, j'ai tué mon fils. » Et oui, c'est le dernier, c'est l'ultime et salutaire basculement du règne, parce que à partir de cet instant, Ivan va vraiment faire repentance et redevenir plus conforme, disons, dans ses pratiques et dans ses attitudes aux prières dont il assommait jusqu'alors tous les monastères d'une Russie qui préféraient ne pas le voir. À la fin de sa vie, il va devenir un homme très mystique, très repentant et quasiment un saint homme. Que faut-il penser de cet ultime revirement du terrible ? Bonjour Jean-Pierre Arignon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il est sincère dans cette ultime repentance, notre Ivan ? Je crois que oui. Je crois que oui parce qu'il s'inscrit dans une grande tradition du monde orthodoxe. C'est-à-dire les traditions de ce qu'on appelle les strastotierpsi, c'est-à-dire ceux qui assument leur vie ici-bas jusque et y compris dans la mort. Et l'obituaire qu'il va décerner, en demandant à tous les monastères de prier, il fait porter sur les autels, parmi les saints, tous ceux qu'il a fait massacrer. Incroyable. Et parce que là, on est dans une tradition orientale du christianisme byzantin dont il est porteur. Et dont il se veut l'héritier. Et dont il est l'héritier. Oui, oui. Et le grand mérite, si un mérite il y a politique, d'Ivan le Terrible, c'est d'avoir assumé l'héritage byzantin qu'avait rejeté son grand-père, Ivan III, Ivan le Grand, celui qui a rassemblé la terre russe, et son père, Vassili III, qui lui aussi avait renoncé à assumer l'héritage byzantin. Et il faut savoir que l'orthodoxie ne peut exister que si elle repose sur les deux piliers, le politique et le religieux. La perte de Constantinople enlevant le politique, l'Église cherchait à tout prix à rééquilibrer le monde. Il fallait retrouver pour Byzance un pouvoir politique capable d'assumer l'héritage religieux. Et c'est cet enfant de 16 ans sur lequel qui va l'assumer. Alors, dans un instant, si vous voulez, nous allons nous partager en deux jurys. Dans un premier temps, nous allons évoquer l'homme avec toutes ses vilainies, et ensuite le souverain avec tout ce qu'il a pu faire quand même d'assez brillant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
sommes au cœur de l'histoire d'Ivan le Terrible cet après-midi sur Europe 1 et nous allons découvrir l'homme, ses aspects, l'homme politique et la folie. Avec votre invité, Franquin, vous recevez Jean-Pierre Arignon. Il est professeur honoraire des universités, spécialiste d'histoire russe médiévale et il a écrit le chapitre sur Ivan le Terrible au sein de l'ouvrage La Russie des Tsars, d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine sous la direction d'Emmanuel Hecht. Alors justement, via Facebook, Pascal nous dit plutôt qu'orienter l'émission vers la folie d'Ivan, pourquoi ne parleriez-vous pas de lui sous l'angle du commanditaire de ce chef-d'œuvre universel qu'est l'église de Basile le Bienheureux sur la place Rouge? Et Alexandre, qui connaît bien l'émission et qui est bienveillant, dit « Oh, on fera sans doute un peu des deux pour que l'émission soit complète et équitable ». C'est assez bien vu, Alexandre. En effet, on va essayer de faire les deux. Alors d'abord, l'homme qui a été, nous dites-vous, Jean-Pierre Arignon, profondément perturbé par une enfance dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas été un chemin de rose. C'est... Tout à fait. Alors je dirais que d'abord je réfute l'expression de tyran. Ce n'est pas un tyran parce qu'un tyran c'est quelqu'un qui s'impose et qui prend le pouvoir d'une façon violente contre des institutions. Ce qui n'est pas du tout. En Sicile où le tyran est même un souverain institué. Dans la Grèce antique, il est un souverain légitime. Fils, vous l'avez rappelé, de Vassili III, il est donc celui qu'on va appeler le dernier des Rurikides, cette famille venue prendre le pouvoir dans la Rousse, dans la Kievskaya Rousse, venue de Normandie, probablement de Suède, et qui va donner la première dynastie russe qui commence en 862 avec Rurik, le prince éponyme, qui va s'achever précisément, non pas avec Ivan le Terrible, mais avec Fiodor. Vous nous dites que les Rurikides étaient des Normands en fait. Les Rurikides, aujourd'hui, je pense que plus personne n'admet une thèse différente. Il s'agit de prendre connaissance de tous les éléments historiques, historiographiques connus. Et aujourd'hui, les Rurikides l'appellent au Vareg, dans la première chronique de Novgorod, lorsque les Finno-Ougriens et les Slaves s'entre-disputent autour des petits villages dont le cynocisme, le rassemblement, va fonder Novgorod, ils font appel à qui? Eh bien, à un personnage extérieur, et celui qui répond, c'est précisément Rurik, et la Poviets Vlimenirliet, la chronique des temps passés, nous dit bien que c'était des Scandinaves, que l'on appelle Vareg, alors que nous on les appelle Normands quand ils vont vers l'ouest, et Vareg lorsqu'ils vont vers l'est. Alors fermons cette parenthèse et revenons à notre Ivan qui va être très vite orphelin. Alors ça c'est très très important. D'abord il faut savoir que le traumatisme de la succession est un traumatisme permanent. Vassili III n'avait pas d'enfant, il commençait à être âgé pour l'époque, et donc le traumatisme de la fin de la dynastie était présent en permanence chez lui, d'où ses remariages successifs, son remariage. Et de ce remariage va naître un fils, Ivan. Et c'est en l'honneur de ce fils que l'on va construire cette église de Kolomenskoye, avec le premier chatior, parce qu'on appelle chatior la tour, qui n'est pas hexagonale, c'est une tour. C'est une tour en pierre. À facettes, disons. À facettes, oui, c'est une tour à facettes. C'est une tour à facettes, chatior, qui est la première en pierre, et qui sera interdite, cette décoration et cette forme des églises russes sera interdite par le patriarche Nikon, celui qui va combattre le premier schisme, le premier raskol russe. Donc vous voyez, ça s'inscrit dans une donnée. Alors cet homme, il va perdre son père à l'âge de 3 ans, il perd sa mère, vous l'avez dit, à l'âge de 8 ans, et cet homme a été totalement traumatisé, car il a été pris, on peut dire, en otage par des boyards. Vous avez rappelé ce qu'il a fait subir à un des frères Chouïski. Mais ces frères Chouïski passaient leur temps à le mépriser, à l'humilier, même, nous dit-il dans sa lettre à Kourbski, à ne pas le nourrir. Donc c'est un homme, vous voyez, il faut bien comprendre ça, qui était porteur d'un héritage légitime. Jamais humilier un jeune souverain parce qu'après il se rattrape. Mais vous avez raison, et surtout un homme qui porte l'héritage légitime d'une longue dynastie. Et donc ce sentiment d'humiliation que le boyarstvo, comme on a dit, c'est-à-dire la puissance des boyards, qui ne voyaient en lui qu'un primus inter pares, donc on peut y aller, eh bien va évidemment profondément
traumatiser cet homme. Et cet homme-là va être, va subir cette pression du milieu et d'hostilité du milieu qui l'entoure, comme le subira Pierre le Grand. C'est la même veine. Mais la réaction n'est pas la même tout de même. Et notamment ces espèces de colère, ce caractère hyper irascible d'Ivan tient bien à autre chose. Il y a une faiblesse en lui quand même. Il y a incontestablement une faiblesse, mais qui ne peut probablement pas une faiblesse héréditaire. C'est une faiblesse qui est née et qui s'est développée des circonstances dans lesquelles il a été porté. Et cette faiblesse, vous le savez, et vous faites une allusion qui est très intéressante. Vous dites... Pierre le Grand n'a pas été comme ça. Attention, c'est la même chose. Pierre le Grand rentrait dans des colères telles qu'il n'y avait qu'une seule femme capable de l'apaiser, Catherine Ier. La fameuse qui était Catherine une ancienne Ier. Cuisinière. Oui, son ancienne cuisinière, qui avait servi, de Lituanie les troupes jusqu'à Pierre le Grand, mais qui avait ce talent et ce génie de pouvoir calmer Pierre le Grand. Alors que personne n'a jamais pu calmer Ivan, véritablement. Oui et non. Si, on aura sa première femme, Anastasia, qu'il va épouser, Romanovna. Avec cette femme-là, il a vécu, on peut dire, ce que j'appellerais un amour heureux et équilibré. Alors, il est très émouvant de lire ces lettres. Lorsqu'il s'en va pour la conquête des villes de la Volga, eh bien, il s'enquiert. Quel est le repas? Oui, qu'a mangé mon fils aujourd'hui? Il s'inquiète jour après jour. On a une quantité de lettres, non seulement d'amour, mais de soucis de sa famille. Donc, il a vécu avec cette femme-là un moment d'équilibre, si vous voulez, et qui va évidemment être profondément bouleversé lorsqu'elle va mourir précisément à Kolomenskoye, parce qu'elle était malade. Il y avait l'incendie au Kremlin. On transporte cette femme malade de sa chambre du Kremlin au palais de Kolomenskoye, où elle va décéder. Pardon de poser une question un peu matérielle, mais combien de victimes, Ivan le Terrible, d'après? Est-ce qu'on a fait une estimation du nombre de ceux qu'il a fait exécuter? Vous savez, les victimes et les nombres c'est certainement plusieurs dizaines de milliers. Oh là là, mais c'est quand même... certainement plusieurs C'est un peu l'équivalent de certains de nos dictateurs modernes, en tout cas avec les moyens dont ils disposaient. Tout à fait. Mais il l'a fait aussi. Il faut pas le voir exclusivement dans un champ de vindicte. Il y a eu l'Oprichnina, c'est un système politique. Il veut briser... Un système très moderne. Bien sûr, il veut briser le boyarstvo. Et pour briser le boyarstvo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut priver la noblesse de ses terres. Donc il va répartir la Russie, l'Empire russe, en deux zones. Une zone où ils conserveront leur pouvoir avec au centre Moscou, et une autre zone où ils gardent les frontières, où ils gardent les salines, où ils gardent le commerce avec l'Angleterre, et pour justement se constituer cette horde de sauvages que sont les Oprichniki, avec le fouet qui se terminait par un balai pour balayer un petit peu la société qui l'avait combattue. Alors là, nous quittons, si je puis dire, la dimension privée de l'être humain pour atteindre à celle plus politique et plus historique du souverain. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Ivan le Terrible. Nous allons maintenant découvrir le souverain grâce à votre invité. Franck, vous recevez Jean-Pierre Arignan. Il est professeur honoraire des universités, spécialiste d'histoire russe médiévale. Et assez passionné d'histoire russe. Et grand passionné d'histoire. Je crois qu'on doit pouvoir le dire. Alors, nous avons bien compris la dimension religieuse de ce règne et la symbolique de cette Moscou troisième Rome. Je pense que nous avons compris, mais vous pouvez peut-être préciser cet aspect, la dimension administrative, c'est-à-dire ce tsar qui s'appuie sur ses oprichniki contre les vieilles familles qu'on appelle les boyards, et qui avaient tenté de le déposséder à plusieurs reprises du pouvoir au demeurant. Hein. Alors, véritablement, pour que vous compreniez bien ce que signifie le couronnement impérial, en 1547, il devient tsar. Il est porteur. C'est l'année de la mort de François Ier et de l'avènement d'Henri II en France, pour donner. Hein. Il devient porteur de quoi? De l'héritage byzantin. C'est ce qu'on appelle l'oïkouménée byzantine, c'est-à-dire tous ceux qui pratiquent la religion orthodoxe.
Et cette charge est si forte que la première église qu'il fait consacrer en tant que tsar, il la place sous le vocable de Sainte Sophie. C'est-à-dire comme à Constantinople. Comme à Constantinople, en Carélie. Et c'est là qu'il a fait construire Sainte Sophie. La première église qu'il fait construire en tant que tsar, c'est Sainte Sophie, rappelant ainsi qu'il est dans la continuité de l'héritage byzantin. Et la Russie, jusqu'à Vladimir Poutine inclus, n'est pas compréhensible si l'on n'a pas en tête l'héritage byzantin dont ils sont porteurs. Il y a même un tropisme et une obsession quasiment de cette région du monde et de l'ouverture par la mer Noire vers la Méditerranée. Bien sûr. Ça c'est une des obsessions d'Ivan. Et puis, vous savez aussi bien que moi que ça va être la grande affaire des règnes ultérieurs de la protection des chrétiens d'Orient que le prince russe, les tsars russes veulent assumer. Alors, deuxième idée qui est importante, c'est que qu'est-ce qui a changé, vous me dites, sur le plan important pour les boyards? Eh bien, les boyards avaient tendance à considérer le Veliki Kniaz, le grand prince, comme un primus inter pares. Il était prince. C'est-à-dire un prince parmi d'autres. Un prince parmi d'autres. D'accord, il était au-dessus, mais il n'était que parmi d'autres. Devenu tsar, ces boyards, en 1559, doivent prêter serment au tsar. C'est-à-dire, ils sont dans un rapport de dépendance et de soumission. On change complètement la donne. C'est plus le même système. C'est plus du tout le même système qui se met en place. Et ça, c'est extrêmement important. On a l'impression que, tant sur un plan religieux que administratif, enfin d'organisation politique, ce qui obsède Ivan, c'est la question de la confiance, du serment en quelque sorte. En qui peut-il avoir confiance? Alors, ce serment, c'est la clé de voûte du système. Et lorsque il est atteint de cette maladie juste après la prise de Kazan, qui est une maladie sur laquelle on discute, une fièvre jaune, comme on l'appelle, eh bien, lorsque il a demandé à ce que les boyards prêtent serment à son fils, qui est Dmitri, le fils qu'il a eu alors qu'il faisait la conquête de Kazan. On va rentrer dans Boris Godunov, là, bientôt. Et qu'il a appelé Dmitri. Pourquoi l'a-t-il appelé Dmitri, ce fils? Du nom de Dmitri Donskoy, ce prince russe qui le premier a battu un souverain mongol. Et donc, vous voyez qu'il y a un symbole, il y a un sens là. Et lorsqu'il s'aperçoit que pratiquement il n'y a pas un dixième de boyards qui acceptent de prêter le serment, il se rend là compte que la continuité, je dirais, du système qu'il met en place est en péril. Que pensez-vous du film d'Eisenstein, de la vision très graphique qu'il nous donne de ce tsar terrible? On le voit souvent jouant aux échecs, s'inquiétant de l'avancée de la flotte danoise. Enfin, est-ce que c'est historique d'après vous? Est-ce que nous sommes dans une pure œuvre de fiction, une sorte d'opéra moderne? Avec Eisenstein, vous êtes fondamentalement dans un film politique. Ah oui, ça par définition, on est en plein stalinisme. Et voilà. Et donc ça, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un film dont on ne peut rien prendre en tant qu'historien. Bien sûr qu'on peut prendre des choses. Bien sûr, parce qu'il connaissait très très bien les différents éléments et les différentes chroniques qui ont permis de constituer la vie. Parce que là aussi, il faut le dire, on vous l'avait dit tout à l'heure, on est au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe? C'est que concernant, par exemple, Ivan le Terrible, c'est pas l'inflation, le manque de texte qui nous pose problème, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire, on a énormément de documents avec des chroniques qui sont contradictoires. C'est pas le manque qui nous pose problème. Non, c'est pas le manque. C'est l'inflation. C'est l'inflation. Et le problème, qu'est-ce qu'il est de l'inflation? Le problème, c'est le problème de les coordonner. Car pour un historien, tout texte a une valeur. Et le tout, c'est de trouver la place du document dans une sorte de puzzle où il doit s'intégrer. Et la grande difficulté, elle vient de là, pour comprendre le règne d'Ivan le Terrible. Alors, Eisenstein a placé, je dirais, son personnage, eh bien, il l'a placé au niveau
filmographique, si vous voulez, où Riépine l'avait placé au niveau pictural. C'est-à-dire, il en a fait un symbole. Vous dites l'avait placé au niveau pictural, il faut dire un mot de ce tableau, ce sera la dernière image, si je puis dire. Alors, ce tableau que vous pouvez voir à la maison, à la galerie Tretriakov, c'est un tableau, c'est le tableau où on voit Ivan le Terrible absolument effondré, rabougri, avec un regard d'une noirceur inouïe. Les yeux perdus, ses yeux bleus, ses yeux très bleus mais perdus dans le vide, et tout en noir autour de lui, son fils dans ses bras, au visage de paix, au visage de « il est mort, il a la paix de Dieu ». Il est dans la paix divine. Et le contraste entre les deux visages le remords du père, en fait. est tel qu'on conseille aux jeunes femmes enceintes qui visitent la galerie de ne pas voir ce tableau, car il pourrait être dangereux pour elles. Merci beaucoup Jean-Pierre Arignon. Vous êtes donc l'auteur du chapitre consacré à Ivan le Terrible dans cet ouvrage collectif dirigé par Emmanuel Hecht aux éditions Tempus, donc les éditions de poche de Perrin. Et ça s'appelle tout simplement La Russie des Tsars. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Ivan le Terrible depuis 14h sur Europe 1. Il est temps d'aller sur place. Nous allons en Russie. Et votre guide aujourd'hui sur Europe 1, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est chroniqueuse d'histoire et que vous retrouvez dans Femme Actuelle Jeu. Bonjour Clémentine. Nous partons sur les traces du jeune Ivan, donc dans ce parc de Kolomenskoye. Et dans un parc qui de nos jours évoque une douceur de vivre très éloignée du portrait que vous venez de nous brosser à l'instant. Parce qu'aujourd'hui, Kolomenskoye, ce sont de larges allées longeant les rives de la Moskova. On est dans un domaine qui fait plus de 250 hectares avec des arbres magnifiques, des vergers immenses où les moscovites viennent librement se servir de poires et de pommes à la belle saison. Et surtout, bien sûr, Kolomenskoye, c'est un ensemble architectural d'une valeur historique inestimable. Parce que c'est un musée à ciel ouvert, il faut Absolument, dire. Absolument, c'est comme si dans le parc du château de Versailles, on mettait les châteaux de la Loire, des maisons à colombage alsaciennes. On a reconstruit des édifices tout à fait anciens. Ça. Alors il y a des églises et monastères venant de toute la Russie qui ont été reconstruits et restaurés. Et alors surtout, Franck, vous qui voulez à tout prix, comme Ivan le Terrible, vous constituez sur le front cette espèce de callosité liée à la prière. On dit que Ivan le Terrible avait la bosse de la prière, parce qu'à force de s'agenouiller, d'embrasser des icônes, eh bien, c'est comme la bosse de l'écrivain. Donc là, il y a tout à fait de quoi Kolomenskoye, parce que toutes les églises sont absolument exceptionnelles. Votre invité, Franck, a évoqué bien sûr l'église de l'Ascension, la plus haute à l'époque où elle a été construite, 62 mètres, c'était le plus haut bâtiment de Moscou, et qui a une importance capitale parce qu'à la suite, toutes les églises russes vont être imitées en Russie comme à l'extérieur de la Russie de cette église de l'Ascension, avec ces petits, on ne résiste pas, ces petits kokochniks. Les kokochniks, le mot kokoch qui vient du slavon, donc du russe ancien, qui désigne la poule, en fait ça désigne aussi, alors ce sont les coiffes aujourd'hui, pour vous donner une idée, que portent les danseuses folkloriques, une coiffe un peu rigide qui ressemble à l'arrière d'une poule, mais ça désigne aussi le corbeau ou l'encorbellement traditionnel russe que l'on trouve dans les églises à partir du XVIe siècle. Donc cette église est très importante, mais il y a aussi l'église Notre-Dame de Kazan. Et puis alors il y a cette espèce de construction qui fait débat au sein même de la population moscovite, parce que tout le monde n'est pas d'accord, cette espèce de reconstruction du grand palais de bois en fait. C'est magnifique, le palais d'été, il a été reconstruit dans les années 2000, parce que jusqu'alors on ne pouvait le voir qu'en maquette, et alors la mairie de Moscou a décidé de le reconstruire, mais en son temps... Mais grandeur nature. Oui, bien sûr, alors c'était la 8e merveille du monde, construit sans scie, sans clous, uniquement à la hache, 250 pièces, 270, m'avez-vous dit tout à l'heure, même 3000 fenêtres de mica, et alors vraiment un palais de contes de fées avec des bulbes, des coupoles, des pièces de bois décorées comme de la dentelle, avec des tuiles vernissées, multicolores, c'était un enchantement, des balcons, mais c'est curieux parce qu'on a reconstruit ça selon les méthodes anciennes, mais l'effet produit fait un petit peu Disneyland. Ça fait un peu clinquant, mais il faut la patine du temps, ça devait sans doute faire le même effet autrefois. Non, là vous êtes vraiment bégueule. Moi je trouve ça génial d'avoir reconstitué cet endroit, qui avait été détruit par Catherine II, parce que quand Pierre le Grand a fait de Saint-Pétersbourg sa capitale, évidemment il a un peu laissé tomber son palais d'été qui allait à volo, et Catherine II l'a fait détruire ou démonter. Donc on avait les plans de Elle l'a fait démonter en 1768 avec l'intention de le faire remonter. Mais les difficultés budgétaires étant ce qu'elles étaient à l'époque, elle n'a pas pu le faire remonter. Mais que
que sont devenues les caisses avec tout ce qui Alors, avait été... on a retrouvé un certain nombre d'éléments qui ont pu être remis en place. Un petit peu remis en place, et surtout on avait les plans. Et c'est ce qui a permis de la reconstruction. Alors, ce qui est intéressant dans Kolomenskoye, c'est l'espace, comme vous avez dit, 390 hectares. Hein, c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure en bois, Ivan le Terrible a fait construire un palais à Moscou, ou sur l'Arbat. Lorsqu'il quitte le Kremlin, il se fait un palais en bois à Moscou, et l'autre palais, c'est Alexandrova Sloboda, celle dont vous avez parlé. C'était la chronique patrimoine de Clémentine Portier-Kaltenbach et Jean-Pierre Aron. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Spasiba Bolshoï. Et bonjour Lorena Martin. Bonjour. Alors, vous allez nous refourguer votre petit restaurant, ou grand restaurant d'ailleurs plutôt, à Ragvi, dont je ne vous ai pas laissé parler la semaine dernière parce que nous n'avions plus de temps. Là, vous avez le temps de nous en parler, ça tombe bien. Il se situe à 5 minutes en voiture du Kremlin, à une vingtaine de minutes à pied. Et à Ragvi, c'est le nom d'une rivière, donc je vous avais dit, de Géorgie, puisqu'on y sert dans ce restaurant une cuisine géorgienne. Et nous en étions là la dernière fois. Oui, ce restaurant était autrefois la cantine de la police secrète de Staline, le restaurant préféré du KGB. On raconte même donc que Beria serait à l'origine de la création de ce restaurant. En 1938, très fréquenté par les diplomates étrangers à l'époque soviétique, et ce restaurant était truffé de micros, et c'est ici que le KGB recrutait ses espions et y organisait les soirées d'adieu d'agents qui partaient à l'étranger. Il fallait pas taper trop fort sur la table parce que ça faisait du larcène. Et c'est là encore qu'on aurait proposé d'écrire les paroles pour le nouvel hymne de l'Union soviétique au poète officiel Sergueï Mikhalkov, le père des cinéastes, et le nouvel hymne en remplacement donc de l'International. Et ça a été aussi un restaurant très chic, un peu le Maxim moscovite, beaucoup d'artistes, de champions d'échecs, d'hommes politiques s'y rendaient. Et après la fin du communisme en 1991, donc l'État a privatisé ce lieu, il a changé plusieurs fois de propriétaire. C'est devenu un restaurant privé maintenant. Et c'est devenu un restaurant privé qui a fermé ses portes et qui vient de rouvrir l'année dernière, en fait, en avril 2016, après de longues années de travaux. Et dans les principales salles du nouveau restaurant, on retrouve toujours ce style soviétique avec des représentations d'ouvriers, de tracteurs, de gerbes. Ce qu'on appelle le réalisme soviétique. Voilà. Et côté cuisine, donc c'est une cuisine géorgienne, puisque Staline était originaire de Géorgie et la cuisine géorgienne était servie au Kremlin. On y trouve le poulet grillé avec des noix et de l'ail aux épices, les khinkali, ces gros raviolis remplis de viande et de bouillon, le borsch bien sûr, la soupe à base de choux, de betteraves et de viande, et les khatchapuri, qui était un pain plat au fromage cuit dans un four traditionnel. Vous dites ça comment, vous ? Des khatchapuri, là ? Khatchapuri, oui, c'est bien ça. Bravo, Lorena, merci beaucoup. Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1.